Il existe un endroit au sud de la Turquie où une poignée d'archéologues a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. Pas selon les livres, pas selon ce qu'on enseignait il y a 30 ans, sur la façon dont la civilisation a commencé. Un ensemble de piliers de pierre, certains pesant plus qu'un camion chargé, taillés, gravés et érigés en cercle presque parfait, par des gens qui, selon toute la logique archéologique de l'époque, ne savaient encore cultiver une seule graine, ni écrire, ni utiliser le métal, ni même inventer la roue. Et pourtant, c'était là, sortant lentement de la terre à mesure que les fouilles avançaient, couche après couche, année après année. Cet endroit a un nom, Göbekli Tepe, et il a forcé les archéologues à vraiment revoir l'ordre dans lequel nous pensions que la civilisation humaine était née. Ce n'est pas une petite correction. C'est le type de découverte qui fait qu'un champ entier du savoir admet, en public, qu'il regardait peut-être sa propre histoire à l'envers. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette structure spécifique continue à déranger les chercheurs encore aujourd'hui, ce qu'elle pourrait cacher sous la terre qui n'a pas encore été fouillée, et pourquoi elle soulève une question que peu d'autres découvertes archéologiques ont posée avec une telle force. Et si la construction monumentale n'était pas venue après la civilisation, mais avant elle, et était-ce elle qui l'a provoquée? Restez jusqu'à la fin, car le détail le plus étrange de cette histoire n'est pas ce qui a été construit. C'est ce qui s'est passé avec cet endroit après qu'il soit terminé. Et pourquoi quelqu'un, exprès, a décidé de le cacher à nouveau. Pour comprendre pourquoi cela a tant dérangé les experts, il faut d'abord savoir ce qu'ils pensaient avant. Pendant près d'un siècle, l'archéologie a travaillé avec une séquence qui semblait solide, presque évidente. D'abord est venue l'agriculture, ensuite l'excédent de nourriture, ensuite les villages fixes, ensuite la hiérarchie sociale, la division du travail, les prêtres, les chefs. Et c'est seulement après, avec tout cela en place, que les temples, les monuments, les premières vraies grandes constructions feraient leur apparition. Le terme pour cette séquence a été inventé encore au siècle dernier par l'archéologue australien Gordon Childe, et pendant des décennies, il a fonctionné presque comme une loi. Sans agriculture, pas d'excédent. Sans excédent, pas de hiérarchie. Sans hiérarchie, aucun monument. La région où tout cela s'est passé se trouve dans ce qu'on appelle le Croissant fertile, une bande de terre qui traverse le Moyen-Orient et qui, non par hasard, est aussi le berceau le plus accepté de l'agriculture dans le monde. S'il y avait un endroit où cette séquence traditionnelle aurait dû se confirmer sans exception, c'était là. Le problème, c'est que Göbekli Tepe est daté d'environ 9600 avant Jésus-Christ, d'après des matériaux organiques trouvés dans les couches du site. Cela la place avant toute preuve confirmée d'agriculture dans cette région. Les gens qui ont érigé ces piliers chassaient encore les animaux sauvages et récoltaient des céréales qui poussaient seules. Ils ne les cultivaient pas. Les archéologues ont trouvé une énorme quantité d'os d'animaux sur place, mais aucun signe de plante ou d'animal domestiqué. Pour donner une idée de l'échelle du temps, Göbekli Tepe est plus ancienne que Stonehenge d'environ 6000 ans. Elle est aussi plus ancienne que les pyramides de Gizeh d'environ 7000 ans. Et voici le détail qui vaut la peine de répéter lentement. La distance dans le temps entre Göbekli Tepe et les pyramides d'Égypte est plus grande que la distance entre les pyramides et nous, aujourd'hui. Mais il existe un détail qui rend cette histoire encore plus difficile à ignorer. Cet endroit avait déjà été vu auparavant et ignoré. En 1963, une équipe de recherche turco-américaine est passée par cette colline lors d'une prospection de surface dans la région. Ils ont trouvé des éclats de pierre et des blocs de calcaire éparpillés sur le sol et ont conclu, sans fouiller plus profondément, qu'il s'agissait simplement d'un cimetière byzantin sans grande importance. Le lieu est resté largement oublié pendant plus de 30 ans. Les habitants de la région connaissaient cette colline simplement comme la colline du ventre, traduction littérale du nom même Göbekli Tepe en turc, sans imaginer ce qui se trouvait en dessous. Au point le plus haut, un arbre isolé reçoit toujours aujourd'hui des morceaux de tissu attachés par ceux qui font des vœux là.
une ancienne coutume qui a survécu sans que personne ne sache ce qui était enterré juste en dessous. Ce n'est qu'en 1994 que l'archéologue allemand Klaus Schmidt, qui travaillait déjà sur un autre site de la région, a décidé de revenir à cette colline. Quelque chose dans les fragments de pierre qu'il voyait à la surface ne correspondait pas à un cimetière ordinaire. Il a commencé à fouiller en 1995, et ce qui est apparu sous cette terre changerait la façon dont l'archéologie voit le début de la civilisation elle-même, au point qu'un des noms les plus respectés du domaine, le professeur Ian Hodder de Stanford, a décrit la découverte comme quelque chose de grand et de surprenant pour une date aussi ancienne. Schmidt consacrerait près de 20 ans de sa propre carrière au site, jusqu'à sa mort en 2014, sans jamais perdre l'intérêt pour ce qui pouvait encore être enterré là. Ce que Schmidt et son équipe ont trouvé, c'était des structures circulaires et ovales, partiellement creusées dans le sol, entourées de piliers de calcaire en forme de T. Certains dépassant 5 mètres de haut, pesant entre 10 et 20 tonnes chacun. Dans chaque enceinte, 2 piliers centraux, plus grands que les autres, sont positionnés face à face, comme s'ils se tenaient debout, se regardant, entourés d'une deuxième rangée de piliers plus petits, reliés les uns aux autres par un banc de pierre continu. Aujourd'hui, celui qui monte au sommet de cette colline trouve un toit de protection moderne, construit pour abriter les fouilles du soleil et de la pluie. Mais en dessous, le sol reste le même plateau calcaire, où, il y a plus de 11 000 ans, quelqu'un a choisi d'ériger le premier cercle de pierre. Et ce ne sont pas des blocs bruts. Ils ont été taillés, transportés et ensuite gravés de reliefs d'animaux, des renards, des sangliers, des serpents, des scorpions, des vautours, des aurochs, aux côtés de proies plus communes, comme les gazelles. Certains des piliers centraux ont des bras et des mains sculptés sur les côtés, assez pour que les chercheurs les interprètent comme des représentations humaines extrêmement stylisées, ou peut-être quelque chose au-delà de l'humain. C'est encore débattu. Schmidt lui-même a remarqué une ressemblance curieuse. Des siècles plus tard, en Égypte ancienne, il était courant d'ériger des obélisques par paires à l'entrée des temples, un écho lointain, peut-être, de la même logique architecturale qui apparaissait déjà dans ces piliers centraux bien avant. Et il y a un autre détail qui renforce le caractère spécial du lieu. Contrairement à ce qu'on s'attendrait d'un village ordinaire, les archéologues ont trouvé peu de signes que quelqu'un y vivait réellement de façon permanente. Il n'y a pas le type de déchets domestiques ou de restes d'habitation quotidienne qui caractérisent un peuplement au jour le jour. Tout indique que Göbekli Tepe n'était pas où les gens vivaient. C'était un endroit où ils allaient. Tout cela a été produit en utilisant uniquement des outils de pierre, des éclats de silex, un peu d'obsidienne apportée de loin, et des blocs de calcaire plus durs, utilisés comme marteaux et ciseaux. Aucun métal, pas même de cuivre, qui n'arriverait dans cette région que des milliers d'années plus tard. La précision de certaines gravures, compte tenu de ces limitations, est le type de détail qui laisse les archéologues expérimenter sans voix lors de la première visite au site. Jusqu'à présent, les chercheurs ont identifié et nommé au moins 4 de ces enceintes principales, chacune avec sa propre identité visuelle. L'une est connue de façon informelle comme l'enceinte des serpents, une autre comme l'enceinte des renards, une autre comme le cercle des sangliers, et la plus grande, avec environ 20 mètres de diamètre, réunit autant d'espèces différentes gravées que l'équipe elle-même l'a surnommée « Zoo de l'âge de pierre ». Et cela ne peut être que l'introduction de quelque chose de beaucoup plus grand. Des levées par radar de pénétration du sol suggèrent qu'il existe d'autres enceintes encore enterrées sur la même colline. Et, même après des décennies de fouilles systématiques, seule une petite fraction du site a réellement été ouverte, selon les estimations publiées par l'équipe allemande responsable du lieu. Le reste demeure exactement comme il y a plus de 10 000 ans, préservé, en attente. Il y a un autre détail que peu de documentaires mentionnent. Dans une carrière de calcaire à quelques centaines de mètres du site principal, existe un pilier qui n'a jamais été retiré de la roche-mère. Il mesure environ 7 mètres de long et, s'il avait été achevé, aurait facilement dépassé 50 tonnes, plus grand que tout autre jamais érigé sur le site. L'explication la plus acceptée est bien plus simple qu'on ne l'imagine.
Une fissure ou un défaut naturel de la pierre a probablement surgi au milieu du processus, forçant les constructeurs à abandonner le travail là même. Ce n'est pas un mystère insoluble, mais c'est une preuve concrète de l'ambition du projet. Ces gens essayaient, peut-être, d'aller encore plus loin que ce qu'ils ont réussi à terminer. Et Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé. À environ 35 km de là, un autre site appelé Karahan Tepe a révélé des piliers en T très semblables, confirmant que ce n'était pas une idée unique d'un seul endroit. C'était une tradition régionale, partagée par différentes communautés de la même époque. Mais il existe un détail qui rend cette histoire encore plus difficile à ignorer. Ériger, graver et positionner des piliers de ce poids exige de l'organisation. Il n'existait pas de roues appropriées pour les terrains irréguliers. Il n'y avait pas de traction animale en usage. Chaque bloc devait être traîné à la force humaine, probablement avec des troncs comme rouleaux et des cordes tressées à la main, sur une distance pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres entre la carrière et le site d'assemblage, et il fallait ensuite le dresser en position verticale sans le casser. Une erreur de calcul et des mois de travail disparaissaient en secondes. Ce type de coordination est normalement associé aux sociétés déjà complexes, avec une hiérarchie définie, une planification à long terme et un excédent alimentaire garanti pour soutenir ceux qui, à cette époque, n'étaient pas à la chasse ou à la cueillette. Les bandes de chasseurs-cueilleurs dépassaient rarement quelques dizaines de personnes vivant ensemble toute l'année. Réunir assez de gens pour un projet comme celui-ci signifie que, à un moment de l'année, des groupes qui vivaient normalement dispersés devaient se rencontrer. Peut-être des dizaines ou des centaines de personnes à la fois pendant des semaines. Des expériences archéologiques expérimentales modernes, tentant de reproduire ce processus avec les mêmes outils de pierre, confirment que l'exploit est parfaitement possible avec un groupe coordonné. Ce qui sort l'explication du domaine de la fantaisie, mais ne rend le fait moins impressionnant. Le problème, c'est que, selon le modèle traditionnel, ce type d'organisation sociale ne devrait apparaître qu'après l'agriculture, jamais avant elle. Göbekli Tepe ne devrait simplement pas être possible, selon les règles mêmes que l'archéologie utilisait depuis des décennies pour expliquer comment et quand la civilisation naît. Et c'est là que le mystère devient plus troublant. À un moment donné, vers 8000 avant Jésus-Christ, les enceintes ont été délibérément enterrées, non abandonnées graduellement par négligence ou oubli, mais remplies de propos, de terre, de débris et d'os d'animaux, comme si quelqu'un avait décidé consciemment de mettre fin à cela. Il existe quelques lectures possibles de ce geste. Cela aurait pu être un rituel de fermeture, une façon symbolique de mettre à la retraite un espace sacré après que sa fonction ait été remplie, ou même un changement dans les propres pratiques religieuses de la région au fil du temps. Il y a même ceux qui suggèrent que l'enterrement ne fut pas un seul événement, mais un processus graduel, répété dans différentes enceintes au fil des siècles, à mesure que chaque génération fermait l'espace de la précédente et commençait le sien, un peu plus loin sur la même colline. Aucune de ces explications n'a un consensus établi. Ce qui se sait avec certitude, c'est que l'enterrement a été intentionnel, et que, sous cette terre, le site est resté parfaitement préservé pendant plus de 10 000 ans, attendant d'être découvert. Il existe quelques explications en débat, et il vaut la peine de séparer ce qui est consensus de ce qui est interprétation. Ce qui se sait avec certitude, c'est que Göbekli Tepe est authentique. Elle a été datée par des méthodes indépendantes de radiocarbone, et elle précède réellement toute preuve solide d'agriculture dans la région. Cela n'est pas en débat entre les chercheurs. La datation ne dépend pas d'une seule preuve isolée. Elle vient d'échantillons de matériel organique trouvés dans plusieurs couches différentes du site, testés au fil des ans, le type de vérification croisée qui donne à l'archéologie la confiance d'affirmer une date aussi spécifique que celle-ci. Une hypothèse plus conservatrice soutient que les groupes de chasseurs-cueilleurs de cette époque étaient peut-être déjà bien plus organisés socialement que ne le supposaient les anciens modèles, sans besoin d'inverser toute la séquence traditionnelle, juste d'élargir ce qu'on savait déjà sur la complexité de ces groupes. Selon cette lecture,
les bandes vivant dans une région particulièrement riche en ressources, comme cette zone de Turquie il y a plus de 11 000 ans, pouvaient se réunir en grand nombre de façon saisonnière, assez pour ériger un monument ainsi en occasion spéciale, sans avoir besoin d'une société permanemment hiérarchisée et fixée à un seul endroit. Cette lecture a gagné du soutien de recherches ultérieures dans la région elle-même, qui ont trouvé des signes que les communautés voisines expérimentaient déjà des formes initiales de culture de céréales sauvages peu de temps après la période de Göbekli Tepe, suggérant que la ligne entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs a pu être bien plus floue dans la pratique que les livres ne le suggèrent habituellement. L'hypothèse la plus intrigante, défendue par Klaus Schmidt lui-même jusqu'à sa mort en 2014, inverse complètement l'ordre que l'archéologie acceptait depuis des générations. Pour lui, ce n'était pas l'agriculture qui a permis de construire le temple, c'était la nécessité de nourrir les foules réunies autour de cet espace sacré qui a poussé ces communautés graduellement à domestiquer les plantes et les animaux. En d'autres termes, peut-être que le rituel, la réunion collective et le désir de se rassembler autour de quelque chose de plus grand venaient avant la ferme, et non après elle. Comme il avait l'habitude de résumer cette idée, d'abord vint le temple, seulement après vint la ville. C'est une inversion majeure. Pendant des décennies, l'archéologie a répété que d'abord vient le pain, puis vient le Dieu. Schmidt a suggéré, avec les données en main, que cela aurait peut-être été l'inverse. D'abord vient le Dieu, et c'est lui qui exige le pain. Cette hypothèse ne prouve pas tout seul, mais soulève une question importante. Et si la religion et le désir d'appartenir à quelque chose de collectif, et non la recherche de nourriture, ont été le vrai moteur qui a sorti les êtres humains du nomadisme? S'il a raison, cela change non seulement l'histoire d'une colline au sud de la Turquie, mais l'explication que nous donnons pour l'origine de la religion organisée elle-même. Il existe encore une troisième lecture, bien plus controversée, qui vaut la peine d'être mentionnée pour la raison exactement opposée, pour montrer comment elle a été reçue par la communauté scientifique elle-même. En 2017, 2 chercheurs dans le domaine de l'ingénierie de l'Université d'Édimbourg ont publié une étude suggérant que les symboles gravés sur un pilier spécifique, connu sous le nom de pilier 43, ou la pierre du vautour, représenteraient des constellations du ciel ancien, formant une sorte de date enregistrée dans la pierre, le moment d'un supposé impact de comète vers 10 800 avant Jésus-Christ, qui aurait provoqué un changement climatique abrupt sur la planète. L'idée a eu une grande répercussion dans la presse. Mais les archéologues eux-mêmes, qui fouillent Göbekli Tepe aujourd'hui, ont vivement critiqué l'interprétation, arguant que les auteurs de l'étude ont choisi, parmi des dizaines de symboles présents sur la même pierre, uniquement ceux qui soutenaient leur thèse, en ignorant d'autres éléments du même pilier qui ne s'inscrivent pas aussi bien dans cette lecture. Cette hypothèse n'a pas de consensus parmi les archéologues. Il vaut la peine de la traiter comme telle, une possibilité discutée et fortement contestée, pas un fait établi. Elle ne prouve rien seule, mais elle aide à montrer comment un même ensemble de symboles peut générer des lectures complètement différentes, selon qui les regarde. Il y a un détail visuel qui apparaît rarement dans les documentaires sur ce lieu. Parmi les dizaines d'animaux gravés sur les piliers, les créatures dangereuses ou prédatrices prédominent clairement. Renards, sangliers, serpents, scorpions, vautours, aux côtés de proies plus pacifiques, comme les gazelles. Certains chercheurs suggèrent que ce choix n'est pas aléatoire, que les symboles auraient pu avoir une fonction protectrice ou de marquage symbolique de frontières, plus un avertissement qu'une célébration. Ce n'est pas une conclusion établie, mais c'est le type de détail qui change la façon dont vous regardez ces pierres. Et, pour comprendre pourquoi ce modèle importe au-delà de la Turquie, nous devons regarder un détail presque toujours oublié. Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé de construction monumentale avant son temps. C'est juste le premier d'une liste qui continue de s'allonger, un modèle distribué pratiquement sur tous les continents habités de l'époque, comme si des communautés complètement isolées les unes des autres avaient atteint, de façon indépendante, le même désir d'ériger quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes.
Sur une petite île à côté de Malte, appelée Gozo, existe un ensemble de temples de pierre connu sous le nom de Gantija, le deuxième plus ancien lieu de culte jamais identifié au monde, derrière seulement Göbekli Tepe elle-même. Datée d'environ 3600 avant Jésus-Christ, elle est aussi plus ancienne que Stonehenge et que les pyramides de Gizeh, érigées par une communauté agricole néolithique sans outils de métal et apparemment sans usage significatif de la roue. En plus de Gantija, l'archipel maltais réunit d'autres complexes semblables comme Agar Kim et Mnajdra, érigés par la même culture au fil des générations, un ensemble entier de sanctuaires de pierre concentrés dans une zone bien plus petite que la Belgique. Et le plus intrigant n'est pas seulement la construction, c'est la disparition. Peu de temps après 2500 avant Jésus-Christ, cette culture s'est effondrée rapidement. Des recherches récentes dirigées par l'archéologue Caroline Malone de la Queen's University Belfast ont foré des noyaux de sol jusqu'à 30 mètres de profondeur et ont analysé des grains de pollen couche après couche. Et le résultat aide à reconstruire ce qui s'est passé. Déboisement accéléré, érosion des sols et os humains de cette période montrant des signes clairs de carence nutritionnelle. L'ADN de crânes ultérieurs montre toujours l'arrivée de populations provenant de régions éloignées, suggérant une pression démographique et possiblement de nouvelles maladies. La même recherche suggère encore que les temples maltais ont peut-être fonctionné moins comme des temples au sens traditionnel, et plus comme une sorte de centre communautaire, un lieu de festin, d'échange et de rassemblement social où la nourriture, plus que toute divinité, occupait le centre symbolique de la vie commune. Ce n'est plus un mystère sans aucune piste, c'est l'un des rares cas où la science moderne est, graduellement, en train de reconstruire l'effondrement d'une civilisation entière. En Angleterre, Stonehenge pose un problème semblable, sauf pour le transport. Les plus grosses pierres du monument, appelées sarsen, proviennent d'une carrière nommée West Woods, découverte seulement en 2020, après que des scientifiques aient réussi à analyser chimiquement un noyau de pierre qui, par pur hasard, avait été gardé comme souvenir personnel par un employé pendant 60 ans avant d'être restitué au patrimoine britannique. Ce test a révélé que les blocs, certains pesant jusqu'à 25 tonnes, venaient d'une région à environ 25 km de là. Quant aux Bluestone, plus petites, elles ont parcouru plus de 200 km depuis le pays de Galles. Déplacer des blocs de ce poids sur cette distance, sans roues appropriées pour les terrains irréguliers et sans traction animale à grande échelle, reste un problème d'ingénierie que les chercheurs essaient toujours de reconstruire pièce par pièce. Stonehenge, d'ailleurs, n'a pas été érigé d'un seul coup. Le monument a grandi en phase au fil de plus de 1000 ans, commençant vers 3000 avant Jésus-Christ, ce qui suggère que des générations entières ont hérité du projet de leurs ancêtres et ont continué l'œuvre. Il y a même ceux qui soulèvent l'hypothèse, toujours débattue, que le site ait fonctionné comme une sorte de sanctuaire de guérison basé sur les os humains trouvés à proximité portant des marques de maladies et de blessures, mais ce n'est qu'une autre pièce d'un puzzle qui reste incomplet. En Irlande, le tumulus de passage de Newgrange, daté d'environ 3200 avant Jésus-Christ, a une précision qui semble contredire toute idée de peuple primitif. Une petite ouverture, positionnée exactement au-dessus de l'entrée principale, a été calculée avec une telle exactitude que, une fois par an, à l'aube du solstice d'hiver, un faisceau de lumière solaire traverse toute la chambre interne et illumine le fond de la structure, et seulement à ce moment de l'année. Les pierres à l'entrée portent toujours des spirales gravées qui se répètent dans d'autres monuments de la région, un vocabulaire visuel que les archéologues essaient toujours de déchiffrer complètement. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'actuel État américain de la Louisiane, des communautés qui ne pratiquaient pas encore l'agriculture de façon significative ont érigé, vers 1700 avant Jésus-Christ, l'un des plus grands complexes de terrassement jamais identifiés en Amérique du Nord pour l'époque, Poverty Point, sans animaux de trait, sans métal, sans roues. Et Poverty Point n'est même pas l'exemple le plus ancien de cette région. Un autre site de terrassement en Louisiane, connu sous le nom de Watson Break,
a été daté d'environ 3500 avant Jésus-Christ, plus ancien que les pyramides d'Égypte, érigées par des communautés également sans agriculture établie. L'Amérique du Nord, pré-agricole, à ce qu'il semble, a aussi eu ses propres constructeurs de monuments. Le modèle qui se répète de continent en continent est toujours le même. Des communautés qui, selon les modèles traditionnels, n'auraient pas dû avoir la capacité organisationnelle pour des projets monumentaux. Et pourtant, elles ont laissé derrière elles des structures qui intriguent toujours les ingénieurs et les archéologues aujourd'hui. Il est difficile de ne pas remarquer que, dans aucun de ces cas, l'explication préférée par les chercheurs eux-mêmes ne recourt à rien de plus qu'à l'organisation humaine, le temps et la détermination. Il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de plus exotique que cela. Et pourtant, chacun de ces endroits continue d'être traité comme l'un des grands énigmes de l'archéologie mondiale. Ce même type de question, une structure trop précise pour sa propre époque, est aussi au cœur d'un autre mystère que nous avons déjà montré ici, sur la chaîne. Les portes sculptées au sommet d'une montagne, dans la région de Mustang, au Népal, où personne ne sait vraiment qui y est arrivé en premier. Et ce n'est pas la première fois qu'une fouille nous oblige à repenser quand, exactement, certaines habiletés humaines ont réellement commencé. La même chose s'est produite avec les mines creusées des milliers d'années avant qu'existe un outil de métal, une autre vidéo que nous avons déjà explorée ici. Au final, Göbekli Tepe ne résout pas une question, elle en crée plusieurs. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle elle continue d'être citée, année après année, comme l'une des découvertes qui a le plus forcé l'archéologie à revoir ses propres certitudes. L'idée que d'abord vient la ferme, puis vient le temple, n'est plus aussi simple qu'il y a 30 ans. Et si le temple, le rituel et le désir de se réunir venaient en premier? Cela change la façon dont nous comprenons pourquoi, exactement, les êtres humains ont décidé d'arrêter de vagabonder et de commencer à construire. Et peut-être que la question la plus honnête que Göbekli Tepe pose n'est pas « qui a construit cela ?» Parce que cela, en un certain sens, nous le savons déjà. C'était des gens, des communautés réelles, sans nom, qui aient survécu jusqu'à nous. La question la plus honnête est pourquoi l'ont-ils fait avant d'en avoir besoin? Et ce que ce geste dit sur ce qui nous rend vraiment humains. Ce que nous savons avec certitude est peu, mais c'est solide. Il a existé, il y a plus de 11 000 ans, un groupe de gens capables d'organiser un projet de construction monumentale sans aucun des outils que nous associons toujours à ce type d'exploit. Ce qui reste en suspens, c'est la raison exacte, la méthode complète et ce qui est encore enterré, attendant d'être découvert. Chaque nouvel outil scientifique qui émerge, datation par radiocarbone, radar de pénétration du sol, analyse d'ADN ancien, restitue un peu plus de ce puzzle. Et il est bien probable que, dans les années à venir, une nouvelle couche de Göbekli Tepe ou de quelques sites voisins encore non découverts force les chercheurs à réécrire cette histoire encore une fois. Ce même modèle apparaît dans un autre mystère qui défie aussi notre lecture du passé. Tout comme ce pilier de 50 tonnes abandonné dans la carrière de Göbekli Tepe, il existe des blocs de pierre laissés derrière dans des carrières d'autres parties du monde, sauf à une échelle complètement différente. Des blocs qui dépassent 1000 tonnes, taillés, presque prêts, et ensuite abandonnés exactement où ils ont été extraits, au Liban et en Égypte, entre autres endroits. Aucune grue d'usage courant, aujourd'hui, ne soulèverait seule un poids pareil. Et c'est exactement ce prochain mystère que nous allons ouvrir.